Le deuxième point sur lequel je vais travailler dans cette présentation du théâtre, c'est la frise chronologique. Cette frise chronologique, eh bien, elle reprend le cadre chronologique de notre programme concernant le théâtre, c'est-à-dire 17e, 18e, 19e, et puis la période plus contemporaine, 20e, 21e siècle. Et dans ce cadre chronologique, nous allons essayer de nommer les différentes périodes du théâtre, de la même façon que nous avons pu nommer les différentes périodes du genre du roman ou du genre de la poésie. Au XVIIe siècle, nous retrouvons deux époques caractéristiques du XVIIe siècle. La première époque, qu'on appelle l'époque baroque. Cette époque du baroque se caractérise par un théâtre dynamique qui propose une grande liberté de forme au spectateur qui vient réellement pour voir un spectacle plein d'action, plein de rebondissements. Et on remarque que ce spectacle influence un auteur très célèbre qui est Corneille. Corneille qui, peu à peu, avec l'évolution du goût du théâtre au XVIIe siècle, va se ranger vers le deuxième courant caractéristique du XVIIe siècle et qui est évidemment très important dans la littérature française, qui est le courant classique, celui de l'époque de Louis XIV. Pour le spectateur, le théâtre devient plus statique dans le jeu des acteurs qui se déplacent beaucoup moins sur la scène, en particulier dans les pièces tragiques. On remarque que ce spectacle statique est accompagné de ce qui correspond à l'idéologie de l'époque de Louis XIV, c'est-à-dire un monde gouverné par les règles. Et je vous rappelle des petites choses que vous avez déjà vues dans les années antérieures et même au collège, que le théâtre classique est gouverné par ce qu'on appelle les trois unités. Unité de lieu, c'est-à-dire que le spectacle se déroule dans un lieu unique et caractéristique. Si on est dans une comédie, plutôt dans un lieu de passage, à l'intérieur d'une maison bourgeoise ou à l'extérieur sur une place de village, si on est dans la tragédie, dans une salle de passage à l'intérieur d'un palais et qui permet aux différents personnages d'évoluer, d'entrer et de sortir de scène. Unité de lieu, donc, unité d'action, c'est-à-dire que les personnages sont concentrés autour d'une histoire principale qui intéresse chacun des personnages de la pièce. Et enfin, unité de temps, c'est-à-dire que la pièce doit se dérouler en une journée. Alors, certains auteurs interprètent cette journée de manière très stricte, c'est-à-dire du lever au coucher du soleil. D'autres se donnent des latitudes un peu plus larges et considèrent que c'est une journée conçue comme 24 heures. Deux autres règles interviennent de façon assez stricte dans le théâtre, et en particulier dans le théâtre de tragédie. C'est la règle des bienséances, c'est-à-dire l'idée qu'il faut respecter la morale dominante au XVIIe siècle, et l'autre règle qui est la règle des vraisemblances, c'est-à-dire qu'il faut que l'action ne choque pas le spectateur qui trouverait un des épisodes de cette action complètement invraisemblable, complètement irréaliste.
Les trois auteurs qui dominent cette période, je l'ai dit, c'est Corneille qui va évoluer du style baroque au style classique, Molière qui lui aussi est assez influencé parfois par le style baroque, mais qui s'astreint aux règles du style classique, et Racine qui, lui, parvient à produire des œuvres particulièrement réussies en respectant au mieux les règles que je viens d'énoncer. Les trois genres dominants dans cette période sont les genres de la comédie, c'est-à-dire les pièces qui visent le rire du spectateur, les tragédies, c'est-à-dire les pièces qui visent à terroriser le spectateur de façon à lui faire prendre conscience de la fragilité de l'humain face à un destin qui le guide, et un autre genre plus limité, mais que j'aborde en quelques mots, qui est le genre des tragicomédies, une expression qui prête un petit peu à confusion. En réalité, la tragicomédie est une tragédie, c'est-à-dire une pièce sérieuse dans laquelle les héros sont confrontés à leur destin, mais qui a une fin heureuse et qui se rapproche de cette façon-là des comédies. Alors, pour mémoriser cette définition, vous suivez l'ordre des mots. Tragie, c'est-à-dire que la pièce ressemble dans son déroulement à une tragédie, mais comme une comédie, elle a un dénouement, positif. 18e siècle, nous n'avons pas vraiment de modèle littéraire à propos du théâtre, et nous dirons simplement que le théâtre du XVIIIe siècle est influencé par les philosophes des Lumières. Nous remarquons que comme les philosophes des Lumières, le théâtre du XVIIIe siècle recherche une plus grande liberté par rapport aux règles du théâtre classique et se permet aussi une plus grande liberté de contenu en exprimant un certain engagement politique et social chez certains auteurs. Et en particulier, les deux auteurs principaux du XVIIIe siècle sont des auteurs de comédie, qui sont Beaumarchais et Marivaux, qui parviennent, en dépit d'une certaine censure, à valoriser leur vision de la société et de la façon dont elle pourrait évoluer vers plus de liberté. 19e siècle, le théâtre littéraire, le théâtre sérieux, est influencé par le romantisme. Et nous remarquons que sous l'influence en particulier de Victor Hugo, nous voyons apparaître un nouveau genre qui est le genre du drame romantique, que je vais mettre donc entre crochets de la même façon que j'avais indiqué donc les genres de la tragicomédie, de la comédie et de la tragédie. Ce genre du drame romantique, lui aussi est marqué par un refus beaucoup plus violent des règles du théâtre classique, car Victor Hugo estime qu'il doit se rapprocher de la vraisemblance de la vie qui peut, dans une même action, associer des circonstances qui soient liées au rire, à l'humour, au grotesque,
et d'autres circonstances qui débouchent sur la tragédie. Les auteurs du drame romantique peuvent être cités comme Victor Hugo, Alfred de Vigny ou encore Alexandre Dumas, même si Vigny est aussi connu pour ses œuvres poétiques et Alexandre Dumas connu pour ses romans. Enfin, la période du XXe et du XXIe siècle, nous pourrons l'appeler théâtre de la modernité. Ce théâtre est évidemment difficile, comme pour les romans et pour la poésie, à définir en termes de courant littéraire, puisque vraisemblablement nous n'avons pas suffisamment de recul pour nommer les courants dominants ou les courants qui vont s'imposer dans la littérature française. Néanmoins, nous remarquons qu'il y a dans ce théâtre de la modernité un refus des traditions du théâtre classique en particulier, et une volonté affirmée chez chacun des écrivains, mais aussi chez les metteurs en scène de leurs pièces, d'une inventivité tournée à la fois vers la réflexion de ce qu'est l'homme dans la société, mais aussi une inventivité dans la façon de représenter le spectacle. Les auteurs les plus célèbres du théâtre, en particulier du XXe siècle, sont Sartre, Camus, qui sont des auteurs à la fois connus pour leurs romans et pour leurs écrits philosophiques, et puis, par exemple, un auteur comme Ionesco. Je vous laisse